Bonjour, bienvenue à ce premier épisode de la saison 2 de Balado Voix. Aujourd'hui, je reçois Mme Cynthia Cohen. Mme Cynthia Cohen est une professionnelle accomplie, reconnue pour son expertise en gestion des ressources humaines, aussi coach en gestion et son rôle de formatrice auprès de nombreux leaders et organisations. Aujourd'hui, avec Mme Cohen, on va traiter de la voie professionnelle. Et elle incarne elle-même la réussite professionnelle et elle traverse actuellement des défis avec sa voix. Donc, elle va permettre un peu de démontrer la résilience derrière la relation entre la réussite professionnelle et les difficultés vocales, les enjeux vocaux plutôt. Et c'est pour cette raison que je t'ai invitée, Cynthia. Donc, bonjour, bienvenue à mon podcast. Merci Anne-Marie, bonjour à toi également. On va commencer tout simplement par te demander quelle est la définition pour toi de la voix? Oh mon Dieu, mais je suis pas très scientifique par rapport à ça, mais toutefois, ma définition de la voix a probablement beaucoup évolué dans la dernière année. Au départ, pour moi, la voix, c'était une façon de m'exprimer. Je suis quelqu'un qui est très extraverti, donc pour moi, c'était un outil de communication qui était régulier, usuel et acquis. L'ayant perdu dans la dernière année, je réalise comment la voix peut être aussi importante pour transmettre des messages, pour transmettre ma pensée. Maintenant, je pense qu'elle peut prendre différentes formes. Quand tu dis qu'elle peut prendre différentes formes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une diversité dans ta voix? Il peut y avoir une diversité dans ma voix, mais maintenant, des fois, ma voix n'est plus assez puissante, donc ça doit se transformer vers l'écrit, ça doit se transformer différemment. Oui, c'est une grosse expérience. Une grosse expérience de vivre ce changement vocal-là ou de réaliser que la voix prenait une place beaucoup plus prominente d'abord avant que tu vives les problèmes de voix? C'est une grosse expérience dans tous les sens du terme. Pour moi, ça s'est installé vraiment tranquillement. Je ne l'ai pas vu venir. J'ai cru que ça allait être passager, comme on peut avoir une extinction de voix due à une amygdalite, due à une laryngite ou peu importe ce qui peut arriver. Mais quand j'ai vu que c'était permanent, il y a des solutions, bien sûr, mais quand j'ai vu que c'était là pour s'installer pour un bon bout de temps, c'est une expérience qui est enrichissante, disons. Oui, puis c'est un peu comme ça qu'on s'est trouvé dans le fond, là, c'est que tu as fait une publication sur tes réseaux sociaux, en fait, qui témoignait de l'importance que tu accordais, que tu avais réalisé à accorder à ta voix. Puis c'est un petit peu pour ça, après ça, on s'est parlé, puis tu m'as vraiment montré que tu avais fait une réflexion par rapport à ta voix. Et là, ma question, c'est comment tu crois que ta voix t'a aidé à devenir la professionnelle que tu es maintenant? D'abord, j'ai une facilité de communication, normalement. Je suis en formation, c'est sûr que je dois projeter ma voix, je dois bien communiquer, et tout ça passe par les mots, par la voix, par le choix du ton, par la projection de la voix. Donc, ça a plusieurs variations. Et en 1 à 1, bien, c'est sûr que c'est le ton amical, c'est le ton qu'on va utiliser. Mais là, il n'y a plus de variation, il n'y a plus rien, il n'y a plus de contrôle. Fait que, est-ce que tu dirais que tu te sens moins efficace dans ton travail, tu sais? Parce que là, tu me parles beaucoup de communication, mais pour moi, tu sais, il y a comme une différence entre la façon de communiquer puis ta voix, tu sais? Fait que, est-ce que tu es capable de... À ce jour, est-ce que tu es capable de différencier ta communication de ta voix? Pour moi, la communication passait par la voix. Donc, c'était mon outil principal et mon outil me fait défaut. Fait que c'était comme ton pilier à ta communication. Tout à fait. OK. Tout à fait. Là, mon outil est défectueux. Donc, je ne sais plus comment... en fait, maintenant, j'ai trouvé des solutions. Oui, j'ai délégué, j'ai appris à faire différent, mais je ne savais pas comment faire avec ça. Je me suis réellement trouvée démunie, puis j'ai cherché plusieurs solutions pour pouvoir m'en sortir, mais il y en a que c'était inévitable, c'était de laisser aller certaines choses. Donc, ce que j'entends, c'est vraiment que tu as construit... tu es devenue la professionnelle que tu es parce que tu as une communication efficace, parce que tu as plein de compétences de communication, mais derrière ça, il y avait vraiment le pilier d'une voix solide, puis là, tu te sens vraiment vulnérable. C'est certain. Okay. Je ne peux pas aller animer une conférence en ce moment. C'est impossible. Je ne me vois pas aller devant une foule puis parler de la gestion des ressources humaines ou de comment bien communiquer en tant que gestionnaire avec cette voix-là. Ça manque de crédibilité totalement. Oui, c'est ça. Puis, tu sais,
c'est le fun que tu traduises ça de cette manière-là, là, Cynthia, que c'était vraiment comme un pilier de ton développement professionnel parce qu'en fait, tu sais, ça l'est réellement. Il y a beaucoup de gens qui nous transmettent à cette question-là, c'est quoi la voix pour toi? Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un outil de travail. Mais moi, je dis toujours, oui, mais encore plus qu'un outil parce que ça nous permet encore de se définir aussi comme professionnel, puis c'est vraiment ça que tu viens de dire. Et moi, j'ai cette perception-là de mon rôle dans la société, de mon rôle d'orthophoniste qui travaille avec les gens qui ont des problèmes de voix. Je l'ai, cette perception-là que la voix est plus qu'un outil à notre développement professionnel. Mais j'ai posé la question à une de mes collègues qui est ORL sur la Rive-Sud de Montréal. Et en fait, Dr. Ajeni Mana va nous parler un petit peu, dans l'extrait qui va suivre, de est-ce que c'est réellement un enjeu pour les professionnels de la voix lorsqu'ils vont la consulter. On va écouter l'extrait de Dr. Ajeni Mana. Ça n'arrive pas si souvent que les gens viennent comme plainte, ma voix m'empêche de travailler. C'est quand même rare. Puis je sais pas, encore une fois, le problème, est-ce que c'est que les gens sont pas si sensibles que ça aux variations de leur propre voix, donc ne consultent pas quand ça change un petit peu? Est-ce que c'est les professionnels de la santé qui le voient en première ligne, qui sont pas sensibles à ces changements-là ou à ces enjeux-là et qui donc ne réfèrent pas? Ou est-ce que eux finalement, ils en ont pas de problème? T'sais, est-ce que les patients viennent juste pas consulter, n'en parlent pas ou cette question-là se pose? Pour les patients qui arrivent dans mon bureau, je dirais que ça arrive peut-être 1 à 2 fois par mois que c'est une plainte. Puis généralement, quand ils viennent consulter, ils sont rendus au bout du rouleau. C'est pas je viens en prévention ou ma voix a un petit peu changé, là, puis tout. C'est vraiment là, je suis enseignante, je travaille de 8 à 3h30 et à 1h l'après-midi, je ne suis plus capable de faire ma journée. J'ai de la misère, ça me fait mal. J'arrive à la maison après pour m'occuper de mes enfants, ça marche pas. Puis là, il faut que je recommence. Puis ils se rendent compte que leur voix est meilleure quand ils sont en vacances, donc quand ils travaillent pas. Fait que je dirais que c'est plus ceux-là qui viennent consulter. C'est intéressant. Oui. Est-ce que tu t'es reconnue? Est-ce que c'est quelque chose que... Mais moi, je dirais que j'ai consulté dès le départ, dès que ça a commencé à changer en février, mais on ne savait pas que c'était ça. Et la condition s'est tranquillement envenimée jusqu'à ce que ce soit ce que vous entendez maintenant. Donc, effectivement, on est pris au sérieux quand le mal est vraiment fait. Là. C'est ça. Fait que c'est comme tout ce qu'elle émet dans son témoignage, Dr. Ajeni Mana, c'est tous des enjeux. Tu sais, elle parle de est-ce qu'il y a une sensibilité de la part des autres professionnels de la santé? Est-ce que on sait, est-ce que c'est vraiment un problème? Puis après ça, tu sais, ça arrive que, bon, tu sais, on consulte quand on est au bout du rouleau. Puis là, je t'ai vu réagir à ça, puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment... puis comme, pourquoi on... Moi, ça me reste toujours une question honnête, là, mais à moi-même, que je me dis toujours pourquoi c'est toujours rendu jusqu'au bout du rouleau qu'on arrive à... Puis ça, c'est un peu pour tout dans notre vie, là, mais qu'on arrive à se dire, là, c'est un enjeu. Là, pour moi, ça nuit à mon efficacité. Là. J'ai pas exactement la réponse psychologique qui est là, qui est reliée à cette réponse-là. Il y en a sans doute une, puis probablement qu'il y a des professionnels qui seraient meilleurs que moi à répondre à cette question-là. Mais dans mon cas, à moi, c'est que c'est pas douloureux. OK. Il n'y a pas d'enjeu de douleur. C'est pas douloureux. Je peux dire que je suis plus fatiguée à la fin d'une journée parce que j'ai forcé tout le long, puis j'espère être entendue. Et ça me demande un effort additionnel, mais ce n'est pas douloureux. Donc, pourquoi est-ce que j'aurais consulté si ça va relativement bien? Je ne fais pas de fièvre, je ne suis pas malade, ça va bien. Donc, j'ai attendu que ça soit vraiment... qu'il n'y ait plus de changement. Qu'il n'y ait plus de changement, que ça ne revienne plus, que le matin, je me lève, puis ma voix n'était plus là du tout pour dire que là, c'est le temps de consulter. Oui, sauf qu'en même temps, ça devait déjà avoir eu des impacts sur ton travail. Il y en avait déjà.
J'avais déjà diminué mes engagements par rapport à donner de la formation devant des groupes. Je n'acceptais plus d'enregistrer des entrevues. On avait enregistré des capsules pour faire la promotion. Je les écoutais, puis je n'étais pas satisfaite. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose dans ma voix qui était teintée, qui était changé, donc je n'étais pas satisfaite du résultat. Il y a plusieurs sphères qui ont été affectées. OK. Fait que ça l'avait déjà affecté, ton efficacité, là, tu sais, parce que tantôt, on parlait vraiment que ta voix, pour toi, c'était un pilier sur ton efficacité professionnelle, sur ta réussite. Mais là, c'était déjà fragilisé, mais tu poussais quand même en travers ça. Tu sais, tu te disais quand même, bien, ça va se régler. Pourquoi pas? Je vais reprendre le dessus. Je suis forte, là. Exact. Ouais. Quand on a de l'ambition, on veut juste que ça continue, puis on est fiers que ça continue. Mais à un certain moment, ça nous rattrape. Oui. Puis qu'est-ce que tu dirais que tu avais... Tu l'as un petit peu dit tantôt, tu sais, au niveau de ta crédibilité, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu dirais que tu as perdues par rapport à une voix qu'on va dire plus efficace? Bon, il y a beaucoup de tâches que je ne fais plus, que je ne peux pas faire pour les raisons qui sont évidentes. Mais c'est sûr que la fierté de faire mon travail, la fierté d'avancer vers là, des longues conversations, j'en fais plus. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis, selon moi, c'est des pertes de jouissance de mon quotidien. Oui, c'est ça. Puis, je vais peut-être reformuler ma question d'abord. Comme, qu'est-ce que c'est pour toi d'abord une voix efficace? Là, on le sait que ta voix, là, tu la considères un enjeu puis que tu la considères qu'elle n'est plus efficace. Fait qu'est-ce que c'est pour toi une voix efficace? Une voix efficace, pour moi, bien, c'est une voix qui est portante, une voix qui est agréable à entendre, une voix qu'on a le goût d'échanger au-delà du message. Là, on s'entend parce qu'on a dit qu'on a l'au-delà de la communication, mais une voix efficace, pour moi, c'est une voix aussi qui va être stable, qui ne va pas nous faire défaut en fin d'après-midi. Est-ce que ça a du sens? Oui, puis tu sais, mettons parce qu'on s'entend que tu as quand même une carrière en gestion de ressources humaines initialement. Là, tu sais, ta carrière, elle a évolué, mais initialement, en gestion des ressources humaines, tu sais, une voix efficace, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous enseigne? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous dit, regardez, grâce à ça, tu sais, vous allez devenir des meilleurs professionnels? Parce que quand même, vous êtes des gens qui parlent tous les jours. Fait que, est-ce que tu avais des connaissances sur tout ce que tu viens de me dire d'une voix efficace qui est ça, là? Tu sais, c'est une voix stable, c'est une voix... là, on pourra parler tantôt de la théorie de la voix efficace, là, mais tu sais, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris? C'est tellement beau, mais non, on n'avait pas appris ça. Mais je trouve ça très beau. Sincèrement, ça pourrait être ajouté à des cours de posture de gestion et ainsi de suite. Parce que clairement, si on ne sait pas se servir de notre voix ou comment la positionner, il y a des bonnes chances que le message ne soit pas aussi bien entendu. Oui, c'est ça. Puis en plus, il y a une question de physiologie aussi. C'est que, tu sais, notre voix fonctionne, c'est un système, c'est une relation entre différents systèmes moteurs, OK? On a notre système de respiration qui est lié à notre appareil de phonation. Fait que nos cordes vocales, notre larynx, qui, lui, est lié, en fait, à notre caisse de résonance, qui est notre bouche, notre langue, nos dents. Et c'est la relation entre ces trois systèmes-là qui fait que notre voix devient scalée. Mais une voix efficace, en fait, il n'y a pas nécessairement de théorie sur une voix efficace, mais il y a de la théorie sur la voix physiologique, c'est-à-dire la voix normale. Qu'est-ce qu'une voix normale? Bien, souvent, c'est une voix qui n'a pas de bruit dedans. OK? Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on va la qualifier. Là, la normalité en orthophonie vocale, c'est très large, mais la notion de bruit à l'intérieur d'une voix, c'est vraiment ça qui va faire que souvent, on va être capable de quantifier un peu la sévérité du problème de voix. Fait que ce que j'entends, tantôt, tu me dis, bien, une voix efficace, pour moi, c'est une voix qui est stable, c'est une voix qui est bien projetée, qui est bien placée. Bien, la voix physiologique, c'est tout ça aussi, là, t'sais. Donc, moi, je pense que c'est intéressant pour vous de comprendre cette physiologie vocale-là. Et je dirais maintenant que tu as un problème de voix, bien, cette physiologie-là, tu la vis du mauvais côté, tu le vis du côté pathologique. Donc là, c'est là où ça t'apporte de la douleur, de la fatigue,
et l'ensemble de tout ça. Et je te dirais que tu n'es pas la seule. OK? Il y a des études, en fait, qui démontrent qu'avoir un problème de voix, quand on est un professionnel, et là, je parle de tout type de professionnel, parce que souvent, la voix est associée à la voix des chanteurs, la voix des comédiens, la voix des enseignants, mais c'est aussi pour ça que je t'ai fait venir, toi, gestionnaire de ressources humaines, tu travailles aussi en management, Exact. tout ça. Donc, c'est pour ça aussi que c'est que tous les types de professionnels peuvent avoir un impact sur leur qualité de vie. Donc, on va aller écouter un prochain extrait sur ça, justement, sur l'effet d'un problème de voix sur notre qualité de vie. Et c'est ma collègue Ingrid Verdoc, qui est chercheure à l'Université de Montréal à l'École d'orthophonie et audiologie, qui va nous parler de ces effets-là. Alors, oui, la qualité de notre voix a un impact sur notre auditoire, donc sur les personnes qui nous écoutent. Peu importe le métier qu'on a, qu'on soit enseignant, qu'on soit vendeur, qu'on soit téléphoniste, qu'on soit coiffeur, notre voix va influencer la perception que les personnes qui nous écoutent vont avoir de nous. Des études de mon équipe ont montré que quand on a une dysphonie, donc quand notre voix est affectée par un trouble de la voix, comme des nodules par exemple, ou comme une dysphonie de tension musculaire, en tout cas quand on est une femme adulte, eh bien plus notre voix va être dysphonique, avec de la raucité, avec du souffle, eh bien plus on va attribuer à ces locutrices-là des caractéristiques négatives. Donc, on va trouver que ces femmes-là sont probablement peut-être moins performantes que d'autres, qu'elles sont probablement moins riches, qu'elles sont en moins bonne santé. Le seul critère sur lequel on ne voyait pas d'impact négatif, mais c'était sur le fait qu'elles soient ou pas agréable. Donc ça n'influençait pas sur le fait qu'on se dise finalement je pourrais être amie avec cette personne-là, mais c'est pas quelqu'un qui est probablement super performant dans sa vie de tous les jours. Ça, c'était les associations qu'on faisait aux voix dysphoniques. Encore une fois, c'est très intéressant. Oui, mais là, en fait, Ingrid, elle nous parlait plus des effets sur l'auditoire. Là, c'est une petite erreur de notre part, mais elle nous parlait des effets sur l'auditoire. Mais là, j'avais le goût, quand j'ai entendu ça, Cynthia, j'avais le goût de te dire, Cynthia, t'es bien fine, t'es mon amie, mais je vais pas t'engager. Mais c'est drôle parce qu'on fait tellement de jokes parfois déplacés sur ma voix. OK. On dit que vraiment comme si j'étais très âgée puis que j'avais pas pris soin de moi toute la vie. Mais je dis pourtant, c'est pas le cas. C'est pas... donc, il y a vraiment plusieurs choses qui se disent, effectivement. Donc, il y a des stéréotypes par rapport à la voix, clairement, là. Ben, c'est ça que tu as entendu, hein? Ah, clairement, mais c'est ce qu'elle disait. Puis je m'y retrouve parce qu'on fait beaucoup de farces, mais c'est des stéréotypes, clairement. Puis, qu'est-ce que tu as trouvé comme... Décris-moi un petit peu pourquoi tu l'as perçu comme étant des stéréotypes, tu sais. Mais, bon, on sait que la voix peut se modifier par rapport au train de vie, par rapport aux décisions qu'on va prendre, par rapport aux soins de la santé qu'on va s'offrir nous-mêmes. Mais c'est pas mon cas. T'sais, moi, c'est vraiment une raison médicale. Je dirais hors de mon contrôle, mais c'est dans mon contrôle aussi. Probablement que moi, j'ai trop poussé ma voix pendant trop longtemps. Mais c'est pas parce que j'avais un mauvais train de vie. Ben c'est ça, c'est pas parce que tu prenais pas soin de toi, puis c'est pas parce que, tu sais, c'est comme si tu disais les gens qui avaient une belle voix, c'était ceux qui étaient en santé, puis ceux qui n'ont pas une belle voix, c'est ceux qui fument, c'est ceux qui crient, puis qui vont dans un show rock, puis qui font des excès, dans le fond. Exact. OK. J'ai passé par tous les commentaires jusqu'à date. OK. Fait que là, dans le fond, ce que je comprends, c'est que dans ton milieu professionnel, tu es stigmatisé à cause de ton problème de voix. Un peu. Oh! Un peu, quand même. Mais OK. je dis, non, c'est passager, ça va. Il va y avoir une fin, mais pour l'instant, c'est comme ça, c'est vraiment un problème médical, là. OK. Puis, est-ce que d'écouter les études puis tout ça qui nous disent qu'Ingrid, elle nous a décrit,
est-ce que ça te fait questionner encore plus sur ton rôle professionnel actuellement, tu sais, sur le rôle de ta voix dans ta profession? Je le réalise tellement de plus en plus que le rôle de ma voix est très important. Il est vraiment omniprésent. Ça faisait partie de mon quotidien de 8 heures à 5 heures. J'ai des appels téléphoniques, j'ai des rencontres, j'ai des formations. Il n'en demeure pas moins important. Il doit juste se transformer en ce moment. Okay. Mais il est très, très, très important. Puis qu'est-ce que tu faisais avant pour comme garder ta voix efficace? Avais-tu l'impression que tu travaillais ta voix? Parce que là, ce que tu me dis, c'est que sur ton auditoire, ça a un effet. On l'a entendu, mais toi, tu l'avais déjà réalisé. Mais avant, est-ce que tu gardais comme quelque chose? Tu travaillais-tu ta voix? Dans ta tête, tu travaillais ta communication en général? Pour vrai, j'avais aucune idée qu'il existait une hygiène vocale. OK. Donc, Et pourtant... tout ça est tout nouveau pour moi. Une hygiène buccale, ça va, mais une hygiène vocale, pour moi, c'est tout à fait nouveau comme concept. J'ai réalisé que je buvais pas assez d'eau. Clairement. Quand je donnais des formations, j'étais tellement dans le feu de l'action, puis tellement dans le paraître, puis tellement dans le faut que ce soit animant, intéressant pour les gens qui reçoivent la formation, que j'oubliais moi-même de prendre de l'eau, j'oubliais moi-même de m'hydrater, puis même parfois je passais par-dessus le dîner parce que je préférais préparer mon après-midi. Donc tout ça, si on parle d'hygiène de vie, peut-être que c'était pas optimal non plus. Puis tu sais, moi je le dis souvent aux gens qui viennent me voir, je leur dis... regardez des bons orateurs que vous aimez, parce qu'il y en a que ça reste quand même il y a des grandes notions derrière qu'est-ce qu'un bon orateur, mais il y en a quand même qu'on apprécie en tant que personne plus que d'autres. Puis quand les gens viennent me voir, je leur dis souvent, regardez des orateurs que vous aimez, puis dites-moi ce qu'ils font que vous ne faites pas. Et souvent, ça revient sur le rythme, tu sais. Et en fait, sur la physiologie vocale, ça a un impact de prendre des pauses, de faire ses ponctuations même à l'oral, de se ralentir, puis de prendre une petite gorgée d'eau pour reposer sa respiration, comme revenir à une position neutre de nos muscles vocaux. Juste un petit moment, bien, ça peut nous aider justement à, après ça, mieux contrôler notre voix puis se sentir mieux aussi, arriver moins rapidement à la fatigue. Fait que le rythme, tu sais, c'est quelque chose que là, tu réalises, mais moi, c'est quelque chose que quand les gens viennent me voir dans mon bureau, je leur dis, les gens vont pas moins vous aimer parce que vous prenez une pause. Puis si on regarde certains orateurs qu'on aime, bien, souvent, c'est ça, c'est que ces pauses-là sont prises. Et ça permet aussi à l'auditoire, tu sais, de réfléchir puis d'encoder ce qui a été dit, là. Tout à fait. J'ai beaucoup à apprendre encore. Puis, est-ce que, tu sais, dans vos techniques de ressources humaines, puis, tu sais, de formation en technique de... Comment tu as appelé ça tantôt? La technique de gestion du management, ou peu importe, toutes les formations qu'on peut donner en communication, d'entreprise, communication de gestion. Si on parle de la voix... Mais est-ce que vous parlez de la voix, mais est-ce que vous parlez, mettons, tu sais, des pauses, du rythme? Je parle beaucoup du rythme parce qu'il faut donner le ton, tout dépendant de la conversation qu'on veut avoir. Je dis souvent qu'il faut mettre la table. Donc, il faut donner le ton, il faut parfois travailler la posture. Mais encore une fois, je n'avais pas pensé à la voix. Parfois, je vais dire qu'il faut vraiment avoir un ton qui est plus amical, plus doux, plus fort ou quoi que ce soit, mais jamais dans ces termes-là. C'était jamais allé jusque-là. Puis, qu'est-ce que vous dites à propos de la posture? Parce que moi, ça va me permettre de faire la relation avec la physiologie vocale. Parce que tantôt, je t'ai parlé des 3 systèmes, mais tout ça est soutenu par une bonne posture. Fait que, tu sais... Bien souvent, quand je parle de la posture d'un gestionnaire, c'est qu'il faut avoir une confiance. Donc, si un gestionnaire se présente les épaules par à l'intérieur et puis qui est hésitant dans sa voix, j'y touche un peu à la voix finalement. Oui, j'y touche un peu finalement. Mais ouais, quand il est hésitant dans sa voix, mais c'est sûr que la crédibilité du gestionnaire va être diminuée face à son employé. Donc, il doit avoir une confiance en lui, redresser les épaules, bien s'installer sur sa chaise et puis aborder les sujets avec confiance, avec une voix solide.
Mais encore là, solide, on s'entend que là, maintenant, ça n'est plus la même définition dans ma tête. Oui, ben c'est ça. Mais tu sais, ta voix, elle est quand même solide. Là, je te l'ai dit tantôt, avant qu'on commence l'entrevue, que, tu sais, moi, je l'entendais comme orthophoniste, mais, tu sais, elle a plein de belles qualités, là, malgré son enjeu actuellement. Mais oui, tu sais, quand on parle de posture, la posture pour la santé vocale, ça a un effet aussi. C'est important d'avoir une bonne posture quand on parle pour vos techniques de pose de voix, mais c'est aussi clairement parce que c'est une technique, en fait, pour favoriser une meilleure physiologie vocale, pour favoriser que le fait que, moi, je dis toujours, ta posture, c'est ce qui soutient, dans le fond, tes muscles vocaux. OK? Fait que nous, on va même aller jusque, oui, la posture du tronc, mais nous, en orthophonie, on travaille même aussi la posture, tu sais, jusque du cou puis de la tête, justement pour bien dégager les muscles laryngés. Puis si je suis en hyper-extension parce que je veux projeter ma voix plus loin, bien, je ne vais pas favoriser une meilleure position de mon larynx. Fait que, mais je peux travailler ailleurs dans ma posture. Si j'ai à projeter ma voix davantage, bien, je vais venir solidifier ailleurs dans mon corps pour justement projeter mieux cette voix-là. Fait que, tu sais, moi, je trouve qu'on a beaucoup peut-être de sujets en commun qui pourraient se mettre ensemble, tu sais, par rapport à des choses que toi t'enseignes. Y a-tu d'autres choses comme ça que tu enseignes dans tes formations de coaching par rapport à la communication ou la voix? Puis moi, je vais faire le lien avec la physiologie vocale, voir... D'autres choses que j'enseigne, c'est surtout l'ouverture face à la réception, puis le message qu'on va envoyer, donc le receveur et l'émetteur. Donc, on va beaucoup travailler là-dessus. Mais je ne m'attendais pas à cette question, c'est une bonne question. Mais je vais aussi parler beaucoup de, quand on parle au téléphone, oui. Disons qu'on fait une entrevue de présélection avec un candidat, bien, comment est-ce qu'on va pouvoir poser des questions, comment est-ce qu'on peut soutenir le rythme d'une conversation pour être sûr de capter l'attention du candidat, puis qu'il soit toujours intéressé, donc qu'il y ait des variations dans la voix, puis vraiment montrer un intérêt. Il faut que la voix soit souriante, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit intéressant. Donc, plus on y pense, plus j'y touche des fois. Ben oui, puis là, tu touches à quelque chose que j'entends beaucoup dans différents domaines, le sourire dans la voix. Puis ça, en orthophonie, pour nous, le sourire dans la voix, il y a une notion physiologique derrière ça. OK? Il y a une approche qu'on utilise en orthophonie qui parle de... c'est comme la constriction de certains muscles vocaux qui peuvent avoir un effet sur notre son. Tantôt, on parlait le bruit, là, mais qui peuvent venir un petit peu contaminer notre son, notre voix. Puis même si on a une micro-contraction de ces muscles vocaux-là, ben, on va avoir une répercussion sur notre voix. Et le truc qu'on utilise en orthophonie, c'est le sourire. Intéressant. OK? Fait que, tu sais, quand on parle que ça doit... Tantôt, je reviens à ce que tu m'as dit tantôt. Pour moi, une voix efficace, c'est une voix claire, c'est une voix stable. Bien, pour moi, quand je suis en orthophonie puis je traite la physiologie vocale, bien, pour moi, quand je vais aller travailler le sourire dans la voix, je vais venir clarifier mon son. Tu sais, on rejoint ce que toi, tu cherches comme voix efficace avec la physiologie vocale. Fait qu'on va vraiment travailler à ouvrir, à détendre ces muscles-là pour laisser place, dans le fond, à notre beau système de plis vocaux, autrefois appelé cordes vocales, mais on va vraiment laisser place à notre beau système de plis vocaux, de bien vibrer, de faire un son pur, que je vais dire, et de se laisser aller dans son environnement, là. Très intéressant parce que j'avais jamais entendu tout ce côté plus scientifique de l'objet vocal. Et pour moi, c'est vraiment très intéressant de voir ce côté-là. Merci. Bien, c'est un peu pour ça que, tu sais, l'épisode est là. En fait, c'est vraiment pour démontrer que, justement, la voix, c'est essentiel. La voix professionnelle est essentielle encore plus pour venir profiter de notre plein potentiel de gestionnaire en ressources humaines ou de téléphonistes. Il y en a beaucoup des téléphonistes qui doivent utiliser ce sourire-là. Tu l'as beaucoup parlé que tu l'utilisais dans les coachs pour les entrevues pré-embauche. Oui. Mais clairement,
nos expertises se croisent parce que la voix est présente dans notre quotidien. Donc, dès qu'on est un gestionnaire, dès qu'on est quelqu'un en ressources humaines, notre voix, c'est un outil qui a une valeur inestimable. Ah oui, tout à fait. Puis, je pense aussi que ce que j'entends, c'est que la voix, elle a une valeur inestimable, puis la voix en santé, bien encore plus, hein? On s'en rend compte. On s'en rend compte. Je peux en témoigner. Oui, c'est ça. Puis est-ce que tu penses que si, là, tu me dis, j'avais jamais entendu ça, cette science-là. Est-ce que tu penses que cette science-là t'aurait aidé, je dis pas à ne pas développer des problèmes de voix parce que c'est multifactoriel, là, le développement de problèmes de voix, mais est-ce que tu penses que de connaître cette science-là t'aurait aidé à avoir une approche différente? Je crois sincèrement que ça m'aurait aidé à prendre peut-être des meilleures habitudes pour peut-être pas aller jusque-là. Je crois que d'avoir eu tous ces conseils-là avant même de commencer ma carrière, parce que j'ai été formatrice pendant plusieurs années avant de devenir consultante, je les faisais pas, ces trucs-là. Donc, tu sais, c'est un surmenage qui m'a probablement amené jusque-là. Oui, bien, comme je t'ai dit, tu sais, ça peut être un multifactoriel, là. Exact. Mais tu sais, des fois, c'est parce qu'on se dit, tu sais, la science, est-ce qu'on a besoin de toute cette science-là, là? Tu sais, c'est... Mais je pense que là, tu la sens utile, hein? Moi, je la sens très utile. Puis, je pense qu'on aurait intérêt à le connaître. Puis, l'orthophonie, on n'en parle pas régulièrement. Tu sais, on évoque si on a un problème. Oui. On évoque si on a un problème, mais sinon, on y pense pas. On y pense tout simplement pas. Mais je pense que ça pourrait être de la prévention aussi. Oui, tout à fait. Ben, tu sais, c'est un peu la mission de certaines orthophonistes où on est beaucoup aussi dans une mouvance, là, je dirais, de notre côté à nous pour faire promouvoir justement que la santé vocale, ça peut être au cœur de plusieurs domaines et que justement, ben, un effet de prévention, tu sais, si on continue à bien véhiculer le message de c'est quoi une voix en santé. Tu sais, on le sait pour notre corps, on sait c'est quoi un corps en santé, mais une voix en santé, c'est vraiment loin d'être tangible, là, parce qu'on ne sait même pas, tu sais, que notre voix, elle peut craquer. Fait que c'est encore moins tangible de dire que ben je vais prendre soin de ma voix, tu sais. Exact. Puis on n'a même pas tous la même définition de la voix. Oui. Donc, c'est complètement intangible. Oui, oui, oui. Puis est-ce que tu dirais que tu te serais... Là, c'est un peu challengeant peut-être comme question, mais est-ce que tu dirais que tu te serais engagé dans cette prévention-là sans avoir de problème de voix? Probablement un peu plus. OK. Probablement un peu plus. Est-ce que j'aurais tout fait ce qui est suggéré? Probablement non, parce que je suis un humain, puis moi aussi, j'aime ça contourner les règles. Mais oui, probablement que j'aurais pris plus d'eau quand je fais des formations. J'aurais peut-être pris plus de pauses. Les dîners, je les aurais peut-être pris plus à faire d'autres choses que de retourner les appels, puis de continuer dans le flot du travail. Donc, oui, je crois que j'aurais eu intérêt à incorporer certains des bons conseils. Fait que s'il y avait quelqu'un qui t'avait vendu ce que c'était un effet de prévention pour ton potentiel de professionnel, possiblement que tu te serais engagé d'en dire je le fais quand ça me convient. Oui, mais Ouais. c'est surtout aussi qu'on ne connaît pas les risques. Je veux dire ouvertement, Ouais. c'est chouette de faire de la prévention. C'est toujours bien agréable de dire OK, tu devrais faire ça, c'est pour ton bien. Mais si je ne le fais pas, qu'est-ce qui peut arriver? Et maintenant que je sais qu'est-ce qui peut arriver, mais je pense que ça aurait eu plus d'effet que de me dire ah, tu devrais. Ouais. La force d'un témoignage, hein? Ah, c'est fort. C'est fort, hein? À tous les niveaux, là, c'est incroyable, hein? Exact. La force d'un témoignage, de dire, tu sais, là, je le vis maintenant, tu sais... Mais avoir su que c'était ça, l'ultime conséquence, probablement que j'aurais fait attention avant. Oui. Bien, je suis contente. En tant qu'orthophoniste, là, tu viens de passer le plus beau message, là. Tu sais, de dire, si j'avais su, tu sais, que j'avais... Cette Que possibilité-là. Oui, c'est ça, que je pouvais faire ça avant pour, tu sais, possiblement éviter ou en tout cas, du moins, mettre toutes les chances de mon côté parce que, tu sais, comme je te disais tantôt, développer un problème de voix, c'est multifactoriel, mais au moins, tu sais, si on peut avoir l'esprit que nous, on fait tout en notre possible, tu sais, pour vraiment continuer à avoir une voix en santé, bien, je pense que c'est le plus beau message, en fait, comme une orthophoniste, parce que moi, oui, je répare des voix, mais en fait, tu sais, si j'en réparais pas, je serais encore plus contente parce que là, je suis pas sûre que tout le monde autour de moi va être d'accord, mais bon.
Mais si j'en réparais pas, tu sais, ça veut dire que ça veut dire, en fait, que tout le monde aurait une voix en santé. Bien, j'ose espérer. Tu sais, c'est un peu utopique, là, mais tu sais, ça me satisferait parce que si personne n'a des problèmes de voix, bien, ça veut dire que notre mission de promouvoir la santé vocale a comme été... Entendu. Oui, ça n'arrivera pas, là, je sais. Là, je me fais pas de... Je vis pas dans un monde avec des licornes, puis... mais je le sais que, tu sais, ça... Oui, exactement, ça aurait été entendu. Mais je crois qu'on a tout intérêt à travailler ensemble. Sincèrement, parce qu'on pourrait présenter au moins certains processus de prévention, certains mécanismes de prévention par rapport à la voix pour les gens qui doivent l'utiliser fréquemment. J'y vois vraiment un avantage. Bien, c'est vraiment merveilleux, Cynthia, que dans le fond, on faisait cet épisode-là pour vraiment aller traiter du lien entre la santé vocale et la voix professionnelle. Et puis là, tu es en train de me dire que vraiment, tu sens que c'est quelque chose que tu gagnes à avoir une voix en santé. Fait que pour moi, c'est comme si l'objectif de véhiculer mon message de la santé vocale au quotidien chez la majorité des professionnels, bien, tu viens vraiment de transmettre exactement le message que j'avais au fond de moi, mais que moi, je ne suis pas une professionnelle des ressources humaines, je ne suis pas une professionnelle, je suis un peu biaisée par mon rôle d'orthophoniste. Donc, j'ai vraiment apprécié, Cynthia, ta présence. Je te remercie d'avoir fait preuve de toute cette transparence-là face à ton problème de voix, mais face aussi à ce que tu peux continuer de réussir. Et je te souhaite vraiment une belle voix en santé pour le reste de ta carrière. J'ai confiance et je te souhaite d'avoir confiance aussi également en ta voix dans les prochains mois à venir. Merci à toi, Anne-Marie, pour l'invitation. Merci beaucoup.